merci de m'avoir donc invité pour vous parler des recommandations donc, de l'asthme chez l'enfant. En fait, ça va être une présentation pratique de ce que nous faisons selon les dernières recommandations en tant que complément pédiatre. Donc, je vous apporte rien en vous disant que l'asthme, c'est la maladie chronique la plus fréquente chez l'enfant et grâce aux progrès scientifiques, notamment sur le plan pharmacologique et pathologique, il y a eu de nouvelles techniques, de nouvelles thérapeutiques centrées surtout sur le contrôle de l'asthme, mais le traitement, comme vous le savez, n'est pas curatif et que la maladie elle est variable dans le temps, donc le traitement n'est pas figé, c'est une maladie donc, où le traitement est très dynamique ainsi que le suivi. Donc il y a eu plusieurs recommandations par plusieurs groupes d'experts et c'est surtout pour unifier et rationaliser la prise en charge. Je vais vous présenter les recommandations qu'on suit nous sur l'angina puisque c'est la plus suivie. Et quand on dit quelles recommandations, c'est plusieurs questions qu'on va se poser, c'est-à-dire de quoi parle-t-on en fait, de quelle définition de l'asthme, quel asthme de l'enfant on parle. Et puis, il faudra qu'on réponde aux questions, comment on va traiter une exacerbation, comment on va traiter la maladie elle-même et comment éduquer l'enfant et ses parents. Alors, donc, Gina, c'est vrai qu'en 2002, on parlait surtout de la maladie inflammatoire chronique avec l'obstruction et qu'elle est partiellement réversible ou spontanément sous traitement, mais depuis 2014 jusqu'à aujourd'hui, c'est une maladie qu'on parle, surtout elle est hétérogène, caractérisée par une inflammation chronique et c'est surtout, on a fait l'accent surtout sur l'importance des symptômes respiratoires qui varient dans le temps et on a mis aussi l'accent sur l'importance d'exploration fonctionnelle respiratoire puisqu'on dit qu'il faut que ce soit associé à une limitation de variables des débits distaux, des débits expiratoires. Donc, quels sont les critères en fait, de diagnostic d'asthme chez les enfants? D'abord, on a dit les symptômes et puis une réduction du flux expiratoire. Alors, les symptômes, ils vont donc associer tout ce qui est la toux avec ses caractéristiques sémiologiques, c'est-à-dire qu'elle est surtout persistante à paroxysme nocturne, associée au moins à sifflement, dyspnée. Elle survient après l'effort, aux pleurs, c'est-à-dire à l'émotion. Les sifflements, c'est pareil, c'est surtout aux pleurs, au rire, d'autant que également pour la dyspnée après l'effort. Il y a également peut y avoir une réduction de l'activité et ça survient chez les patients qui ont une atopie familiale, notamment chez les parents de premier degré. Et également, on a introduit le fait que ces symptômes-là s'améliorent sous traitement pendant 2 ou 3 mois de corticothérapie inhalée et que les symptômes s'aggravent après l'arrêt de ce traitement. Il faut également la preuve de l'imitation de variables du flux expiratoire, comme on a dit, et que chez l'enfant, on dit que la normale se situe avec un VMS au-dessus de 90%. Donc, quand on a un VMS bas, ou bien quand le VMS, il y a une réversibilité de plus que 12%, soit au moment du diagnostic, soit après un traitement pendant 4 semaines. Alors, chez l'enfant de moins de 5 ans, on retrouve les mêmes symptômes, c'est-à-dire le toux, le wheezing, les difficultés respiratoires et la réduction de l'activité. Et ceci, par rapport aux particularités à cet âge-là, surtout, c'est qu'on a une fréquence en fait du wheezing, notamment au moment de la toux. Également, on peut prendre donc en compte aussi bien l'atopie chez les parents que chez la fratrie. Alors, dans cette tranche d'âge, on va parler plus d'asthme quand les symptômes de toux, de sifflement, ils vont durer plus que 10 jours, avec donc une recrudescence nocturne et que ça survient des exacerbations plus que 3 fois par an et quand ça s'associe en plus à l'atopie familiale. Alors que c'est plutôt un wheezing lié à un virus, donc induction induit par les virus, lorsque les symptômes de sifflement ou de toux, ils sont de durée plus réduite et que c'est peu fréquent dans l'année et que ça ne s'associe pas à un terrain atopique. Alors pourquoi c'est important donc de détecter ces enfants-là, de les détecter asthmatiques? Parce qu'il y a un lent suivi qui va suivre avec un traitement spécifique et des mesures de prévention à suivre. Et on peut aussi s'aider par un index de prédiction de persistance de l'asthme. Cet index, donc, il a été modifié récemment, donc en 2013, ce sont des enfants
qui ont sifflé au moins 4 fois dans l'année, dont au moins une fois ça a été diagnostiqué par un médecin, avec des critères majeurs et mineurs. Donc il est positif lorsqu'à l'âge de 3 ans, un enfant siffleur présente un critère majeur, c'est-à-dire qu'il a soit une histoire d'asthme chez les parents, soit qu'il y a une dermatite atopique qui a été diagnostiquée par un médecin, soit qu'il est sensibilisé à un plume allergène. Ou bien 2 critères mineurs. Parmi les critères mineurs, on retrouve une sensibilisation au lait, aux œufs, ou bien un sifflement mais en dehors de toute virose, ou bien une hyperéosinophilie au-delà de 4%. Un score qui est positif augmente de 4 à 7 fois la probabilité de survenue d'un asthme plus tard dans l'enfance. Mais il faut toujours savoir chez l'enfant que tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme, et il faut bien entendu, on ne va pas parler de diagnostic différentiel d'asthme chez les petits enfants, mais vous savez tous que je vous ai cité quelques maladies sont les plus fréquentes et avec leurs particularités cliniques, notamment par rapport à la toux ou aux signes associés, notamment s'il y a une diarrhée, un stridor ou un souffle cardiaque. Alors maintenant qu'on sait que pour l'asthme, donc on sait que les caractéristiques de la toux, de wheezing et de la recherche d'atopie, c'est important. La preuve de l'obstruction, c'est aussi important pour qu'on retienne ça et qu'on le différencie bien du wheezing, donc viron induit chez l'enfant. Maintenant, donc le traitement de l'asthme, donc la crise d'asthme. Donc là, je vous passe par rapport à la définition de la crise, les exacerbations et l'asthme sévère, comme vous le savez. Et nous, on continue à voir ce tableau-là quand on est face à une crise, pour la différencier entre légère, modérée ou sévère ou vraiment très grave. Et on va pas, bien entendu, pas le lire, il faut le lire en diagonale. Donc surtout, on va faire attention à l'élocution, au tirage, s'il est présent, c'est au moins modéré. Les sibilants, quand ils sont au 2 temps, c'est surtout une crise sévère, et que quand il y a, bien entendu, des troubles de la conscience, là, ça devient très grave. Bien entendu, une saturation au-delà de au moins de 95%, là c'est au moins modéré quand c'est à l'arrivée. Alors comment on va prendre en charge ces enfants-là lorsqu'il s'agit d'une crise qu'on a classée légère à modérée? On va donner des bêta-2 mimétiques de courte durée d'action. Donc si l'enfant a sa chambre d'inhalation, ou si on dispose dans les urgences de chambres d'inhalation qui sont qu'on pourra stériliser entre les enfants ou qu'on pourra personnaliser. Donc on donnera 4 à 10 bouffées, ou bien avec la chambre d'inhalation, ou bien on pourra donner aussi les nébulisations toutes les 20 minutes pendant la première heure. Et puis on donnera dans cette tranche d'âge et dans la GINA depuis 2017 d'emblée une corticothérapie à 1 à 2 mg kg sans dépasser les 40 mg dans la journée. Et puis de l'oxygène s'il en a besoin, c'est-à-dire que s'il a une saturation qui est au-dessous de 94%. Alors si tout va bien, on va poursuivre le traitement à la demande, et peut-être qu'au bout d'1 heure, on va laisser partir l'enfant sous traitement de consolidation, et on révisera le traitement de fond s'il y a lieu. Alors si par contre il n'y a pas d'amélioration ou que c'est d'emblée sévère, on va donner les corticothérapies, aussi la même bêta-2 courte durée d'action, mais on rajoutera aussi l'atrovent ou avec de l'oxygène, et une corticothérapie aussi systémique s'il le faut. Le plus souvent on a recours à cette corticothérapie systémique par voie intraveineuse. Alors, chez les moins de 5 ans, c'est plutôt, on va dire, c'est sévère ou pas sévère, et que c'est sévère quand il y a de l'agitation, ou que la saturation est moins de 92%, ou que c'est très tachycarde, ou qu'il y a de la cyanose, et que le wheezing, il n'y a pas du tout, il y a un silence plutôt auscultatoire, donc à l'examen. Alors, chez ces enfants-là, la différence, c'est que, alors quand c'est léger à modéré, on va donner plutôt moins de bouffées, on va donner 2 bouffées, ou bien, toutes les 20 minutes, ou bien une nébulisation. Et on va attendre, et que s'il y a on ne va pas donner les corticothérapies d'emblée.
S'il y a une amélioration, donc on va le surveiller au moins 3 à 4 heures, et ce n'est pas uniquement 1 heure comme chez le grand enfant. Et ces enfants-là, si dans les 3 à 4 heures, ils vont présenter encore des symptômes, ils vont encore retousser ou présenter encore des sibilants, on est en droit de répéter ces bouffées, donc 2 à 3 par heure. Donc on peut aller maximum jusqu'à 10 bouffées sur les 3 à 4 heures. Et on rajoutera à ce moment-là la corticothérapie par voie générale et avec un maximum de 30 mg chez les enfants de 2 à 5 ans, sinon maximum 20 mg chez les moins de 2 ans. Alors, puis après, s'il y a une amélioration, il pourra sortir, donc revenir au domicile avec prescription. Alors, s'il n'y a pas d'amélioration ou que c'est sévère d'emblée, on donnera plus de bouffées et il faudra à ce moment-là éduquer donc les médecins de garde pour donner la même efficacité les bouffées que les nébulisations. Donc ceci toutes les 20 minutes avec de l'oxygène et avec d'emblée des corticoïdes par voie générale, plus ou moins de l'épratropia. Et puis s'il n'y a pas d'amélioration, donc c'est l'hospitalisation, le malentendu. Alors, quand est-ce qu'on va laisser partir l'enfant? Quand il y a une amélioration, bien entendu, des symptômes et quand il sature bien l'air ambiant et qu'ils ont bien compris qu'est-ce qu'il faut faire après. Alors, les corticoïdes, généralement, on les garde uniquement 3 à 4 jours, 3 à 5 jours, c'est une durée moins prolongée par rapport aux adultes. Alors, le traitement, on va poursuivre un traitement de consolidation, mais également, il faudra voir s'il faudra augmenter même momentanément le traitement de fond pendant 15 jours à 1 mois, puis après revenir aux doses habituelles de traitement de fond. Sinon, surtout quand il y a des facteurs de risque, on va voir, il faudra plutôt, et il vaut mieux garder des doses plus élevées pendant 3 mois. Ceci dit, bien entendu, il faudra réviser d'abord les facteurs de risque et c'est ce qu'on va voir donc après dans le traitement de la maladie par rapport aux modifications de traitement de fond. Et bien entendu, il faut toujours expliquer et donner par écrit le plan d'action pour prévenir une prochaine exacerbation et comment faire. Et ceci, ce n'est qu'un exemple. Alors, comment on va traiter la maladie elle-même? Donc, la partie profonde de l'iceberg, bien entendu, vous savez tous que l'enfant, c'est le but, c'est d'avoir une vie tout à fait normale, aussi bien la scolarité, il peut faire comme il veut le sport et qu'il dort très bien, avec un contrôle donc optimal, aussi bien clinique que fonctionnel, avec le minimum d'effets secondaires. Et cette boucle-là, vous la connaissez tous donc depuis 2014, et on insistera, bien entendu, sur l'évaluation des symptômes pour bien être sûr de son diagnostic et évaluer les facteurs de risque afin de mieux adapter le traitement de fond chez ces enfants-là. Et il y a 3 paliers essentiellement quand on veut traiter la maladie asthmatique. C'est l'évaluation du contrôle de l'asthme, l'évaluation du traitement et l'évaluation des comorbidités. Quant à l'évaluation du contrôle de l'asthme, c'est surtout la notion de contrôle qui prend toute son ampleur depuis 2014. Donc c'est surtout les symptômes, les facteurs de risque et les explorations fonctionnelles respiratoires. Et vous savez tous qu'on parle d'asthme bien contrôlé lorsqu'on n'a aucun de ces items-là que vous connaissez. Et puis quand il n'est pas contrôlé, quand on a au moins 3 à 4 items. On parle d'asthme en exacerbation lorsqu'on assiste à la crise, qui dure plus que 24 heures. On peut également s'aider par l'ACT et il est mal contrôlé quand le score il est moins de 19. Bien entendu, on a parlé aussi des facteurs de risque d'exacerbation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut contrôler aussi bien les signes cliniques que vous avez vus, donc par rapport aux signes diurnes, nocturnes et à l'effort, etc., et recours au bêta-2, mais également si on est devant donc un recours accru au bêta-2, il n'y a pas une mauvaise observance des corticoïdes inhalés avec une mauvaise technique, ou bien s'il a des problèmes psychosociaux ou des comorbidités, à ce moment-là, on sait que le risque est élevé. Également, quand on a aussi les explorations fonctionnelles respiratoires, et c'est toute la difficulté de les avoir chez les enfants parce que les moins de 5 ans ou même de 7 ans dans notre contexte, ils ne sont pas coopérants et ce n'est pas des explorations qui sont disponibles dans tous les centres. Donc idéalement, selon Gina, c'est de le faire avant de démarrer le traitement, mais aussi on peut les faire une fois on a mis le traitement pour montrer qu'on n'a pas d'obstruction intercritique et que peut-être que si on arrêtera le traitement, si on a décidé, on peut à ce moment-là voir s'il y a une apparition de l'obstruction.
Mais idéalement, également, il faudra le contrôler, ces explorations fonctionnelles respiratoires, tous les 3 à 6 mois. Et il faut savoir aussi, peut-être ça nous réconforte un tout petit peu lorsqu'on dit qu'on n'a pas la possibilité de faire des explorations fonctionnelles chez tous les enfants, qu'il n'y a pas franchement de corrélation entre les valeurs et les symptômes cliniques. Alors chez les moins de 5 ans, c'est pratiquement aussi les mêmes principes, c'est de voir l'évaluation de contrôle des symptômes, c'est pratiquement les mêmes, c'est-à-dire que si on a un asthme durant la journée ou après une activité physique ou au moment de la nuit. Et également, donc par rapport aux facteurs de risque, il faut savoir aussi que l'automne est la saison où donc c'est un facteur de risque au fait pour les moins de 5 ans parce qu'il y a tous les virus donc respiratoires qui peuvent donc en premier lieu décompenser un asthme. Par rapport à l'évaluation du traitement proprement dit, donc il faudra qu'on fasse donc pour l'augmenter ou diminuer d'un palier, on verra bien entendu la sévérité, mais aussi le degré d'obstruction, comme on vient de dire, par rapport donc aux symptômes et aux fonctions respiratoires. Et également, donc, il faut savoir aussi, chez l'enfant, la corticothérapie, donc inhalée, reste encore le traitement de fond le plus important. Donc, en fait, les doses ont été révisées à la baisse, surtout chez les moins de 5 ans. Et donc on a donc chez les entre 6 et 11 ans aussi, où donc ce qu'on utilise nous en pratique donc dans nos hôpitaux avec donc les patients qui n'ont pas donc la possibilité de se procurer des médicaments comme la fluticasone. Donc on est à des doses très élevées parce que donc on a des problèmes de corticothérapie inhalée disponible dans nos structures. Donc vous savez tous donc ces paliers-là qui sont le plus souvent donc classiques, on reste sur les paliers 1 et palier 2 sur des faibles doses de corticothérapie inhalée et puis on rajoutera les bronchodilatateurs de longue durée d'action avec l'alternative possible des antileucotriennes. Et bien entendu, on augmentera quand on n'a pas de contrôle des symptômes ou qu'on a un facteur de risque d'exacerbation ou s'il y a une vraie exacerbation, bien entendu, on n'insistera pas suffisamment sur l'évaluation de la technique et de l'observance avant toute augmentation d'un palier. Et auquel cas, à partir du palier 3 à 4, il faut toujours être sûr du diagnostic. Et on parlera bien entendu de la classification de l'asthme. Elle est concevable bien entendu sous traitement de fond, donc d'asthme léger, modéré ou sévère. Je passe ici pour les anti-IgE qu'on vient de détailler donc tout à l'heure par les autres orateurs. Et surtout, j'insiste par rapport chez les plus de 6 ans. Chez les moins de 6 ans, à partir donc du palier 3, quand on pense qu'on va augmenter au-delà des doses moyennes de corticothérapie inhalée, là il faudra prendre peut-être plutôt l'avis d'un spécialiste pour être sûr du diagnostic et qu'il n'y a pas un autre facteur qui fait que c'est un enfant qui n'est pas contrôlé, plutôt sur ces facteurs-là qu'il faudra agir plutôt qu'augmenter les doses de corticoïdes ou instaurer d'autres traitements comme le budesonide nébulysé. Alors bien entendu, chez les enfants, ça on le dit, on le répète à chaque fois lors de nos consultations, il ne faut pas oublier que la technique d'inhalation et les dispositifs qui sont recommandés restent toujours les chambres d'inhalation avec ou sans masque, mais le masque il est nécessaire chez les enfants de moins de 3 ans et les inhalateurs de poudre sont recommandés chez les plus de 7 ans. Et la diminution après, quand on sent bien contrôlé, au moins pendant 3 mois, et qu'il y a un risque faible d'exacerbation. C'est-à-dire que chez les moins de 5 ans, on ne va pas, en pleine saison hivernale, on ne va pas bien entendu baisser le traitement. Et que depuis 2017 surtout, on dit que l'arrêt des corticothérapies chez les asthmatiques vrais, allergiques, n'est pas recommandé. Mais il y a peu d'études qui ont montré l'efficacité de cette corticothérapie au long cours. Bien entendu, il y a également toutes les thérapeutiques non pharmacologiques, notamment la lutte anti-tabac. Il faut toujours aussi encourager l'allaitement maternel et l'activité physique. La lutte anti-écarien passe par toutes les mesures classiques et l'immunothérapie spécifique, elle a ses indications notamment chez les enfants sensibilisés.
Et je finis là par le troisième pilier qui est, pour passer donc rapidement, il faut toujours ne pas oublier de rechercher à chaque consultation, évaluer s'il y a une rhinite allergique et la spécifiée pour mieux la traiter, ou bien un reflux, et là tout le débat du reflux n'est pas terminé, avec donc également l'impact de l'obésité. Il faut aussi lutter contre cette obésité chez l'enfant. Alors l'éducation, bien entendu, elle est importante et indispensable chez tous les enfants asthmatiques. Elle doit être personnalisée et elle va renforcer les compétences que l'enfant doit acquérir. C'est une éducation qui doit être continue et il faudra bien entendu revoir toutes les croyances de la famille et de l'enfant lui-même. Alors, il faudra également, surtout, non seulement insister sur la technique, mais aussi bien comprendre la maladie. Les facteurs d'exacerbation doivent être connus, ainsi que les signes de gravité pour intervenir le plus tôt possible. Ainsi, donc, on dira toujours que le diagnostic d'asthme, il est facile, mais chez l'enfant, l'adage reste toujours que tout ce qui siffle n'est pas de l'asthme et que c'est une maladie donc où la prise en charge est dynamique, liée aussi bien donc où on doit prendre en considération les symptômes et aussi la présence ou non d'obstruction. On va maîtriser la technique d'inhalation. Et aussi, donc, il faudra retenir qu'on augmentera le palier thérapeutique si les symptômes ne sont pas contrôlés avec un risque d'exacerbation malgré une bonne technique et une adhésion au traitement. Il faudra qu'on réduise donc, le traitement à chaque fois qu'il est bien contrôlé depuis au moins 3 mois. Et l'arrêt de corticothérapie n'est pas toujours conseillé. Il faudra prendre en charge aussi bien les facteurs de risque que les morbidités. Je vous remercie.